Bonjour chers élèves, aujourd'hui on est à la séance numéro 10, plutôt à la séance numéro 9 et donc cette séance-là nous allons la consacrer à l'étude du troisième et dernier extrait de la nouvelle de Guy de Maupassant au chant. Donc je dirais que nous sommes toujours dans la compréhension de l'écrit. Les objectifs assignés à cette séance sont comme suit. Alors, le premier objectif, c'est dégager la structure narrative du récit. Deuxième objectif, c'est repérer les indicateurs permettant la découverte de l'organisation chronologique du récit. Troisième objectif, c'est comparer la situation initiale à la situation finale. Et le quatrième et dernier objectif, c'est de déduire la morale de ce récit. Alors, avant de vous présenter le texte, je me propose de vous présenter un petit résumé des deux premières parties de ce récit-là. Comme ça, on va permettre à ceux qui ne nous ont pas suivis lors des deux dernières séances de comprendre toute l'histoire. Alors, le résumé de la première d'abord partie. Les Tuvache chez les Valins sont deux familles voisines qui habitaient au pied d'une colline pas loin de la ville des Pins. Elles étaient très pauvres et chacune avait 4 enfants. Madame Henri Dubière, une femme bourgeoise, n'ayant pas d'enfants, venait souvent en compagnie de son mari regarder les petits-enfants des deux familles jouer dans le sable, et ainsi elle profitait de leur donner des friandises et des sous. Enfin, elle finit par faire connaissance de leurs parents. Je passe au résumé de la deuxième partie du texte. Un jour, elle décida de proposer à la famille Tuvache de prendre leur fils Charlot afin de l'adopter contre une pension mensuelle. Suite à leur refus, elle se dirigea vers les Valins pour demander à prendre leur fils. Ces derniers, pesant le pour et le contre de la situation, préférèrent le sacrifier pour lui assurer une vie meilleure à lui ainsi qu'à toute la famille. Donc, voici le résumé des deux premières parties que nous avons déjà étudiées. On passe maintenant au texte ou à l'extrait d'aujourd'hui. Alors, là on a essayé de changer un petit peu la stratégie de travail. Comme le texte il est un petit peu long, et par souci de visibilité, nous l'avons partagé sur plusieurs pages. Donc, en l'observant, on va essayer d'observer chaque partie à part. Donc, en tout, nous allons avoir 4 pages. Là, c'est la première page. Observez-la bien. Là, c'est la deuxième page. Je passe. La troisième page, ou la troisième partie du texte. Et là, on arrive à la 4e page, qui comprend la 4e partie du texte. Et à la fin, donc nous avons la source de l'œuvre, où est mentionné le nom de l'auteur, Guy de Maupassant, le titre de l'œuvre, de la nouvelle, au chant, et de l'œuvre où on a publié dans cette nouvelle-là les contes de la Bécasse et l'année de sa publication en 1883. En observant donc le texte, on va dire que là on voit que là il y a des tirets. Et à chaque fois, donc, nous allons trouver les tirés, on va dire qu'il y a des répliques, où il y a des dialogues. On passe à la lecture maintenant du texte, et on va essayer, en lisant le texte, je vous proposerai une série de questions qui vous permettent de vous guider ou de bien comprendre l'histoire.
Alors, Auchan. Ah, pardon, il y a autre chose que je n'ai pas expliqué aussi. Là, on voit que devant certains mots, il y a des astérix. Cela veut dire que là, nous avons des mots à expliquer, des mots difficiles, ou parfois, il y a même des notes ou des expressions complètes à expliquer. D'accord? Là, à titre d'exemple, nous avons agonisé, qui veut dire harceler, l'ignominie, qui veut dire la honte ou le déshonneur, vociférer et vivoter. On va essayer de les voir après au fur et à mesure. Alors, je vais vous lire le texte, essayez de me suivre, et après on va essayer de répondre aux questions. On n'entendit plus du tout parler du petit Jean Valin. Les parents chaque mois allaient toucher leurs 120 francs chez le notaire, et ils étaient fâchés avec leurs voisins parce que la mère Tuvache les agonisait d'ignominie. Et pendant des années et encore des années, ce fut ainsi chaque jour. Chaque jour, des allusions grossières étaient vociférées devant la porte. Les Valin vivotaient à leur aise grâce à la pension. Leur fils aîné partit au service. Le second mourut. La fureur inépuisable des Tuvache, restait misérable, venait de là. Charlot resta seul à peiner avec le vieux père pour nourrir la mère et deux autres sœurs cadettes qu'il avait. Il prenait 21 ans quand, un matin, une brillante voiture s'arrêta devant les deux chaumières. Un jeune monsieur avec une chaîne de montre en or descendit, donnant la main à une vieille dame en cheveux blancs. La vieille dame lui dit « C'est là mon enfant, à la seconde maison. » Et il entra comme chez lui dans la masure des Valin. La vieille mère l'avait détablié, le père infirme sommeillait près de l'âtre. Tous deux levèrent la tête et le jeune homme me dit « Bonjour papa, bonjour maman ». Ils se redressèrent effarés. La paysanne laissa tomber des mois son savon dans l'eau et balbutia. « C'est toi mon enfant? C'est toi mon enfant ?» Bon, je m'arrête un petit moment ici pour vous expliquer que cette phrase-là, c'était mon enfant, donc j'ai essayé de la lire correctement et là je l'ai expliqué. Là j'ai mis un astérix ici et là je l'ai expliqué que cette phrase-là montre que la maman, elle prononce mal ces mots. Donc au lieu de dire c'est toi mon enfant, elle dit c'était mon enfant, c'était mon enfant. D'accord? Il l'a pris dans ses bras et l'embrassa. En répétant bonjour maman, tandis que le vieux tout tremblant disait de son ton calme qu'il ne perdait jamais. Te voilà, t'es revenu Jean, comme s'il l'avait vu un mois auparavant. Et quand ils se furent reconnus, les parents voulurent tout de suite sortir le vieux dans le pays pour le montrer. On le conduisit chez le maire, chez l'adjoint, chez le curé, chez l'instituteur. Là, le mot vieux, pour qu'on soit d'accord, veut dire le fils. Charlot, debout sur le seuil de sa chaumière, le regardait passer. Le soir, au souper, il dit au vieux « Faut-il que vous ayez été sot pour laisser prendre le petit au Valin ?» Sa mère répondit obstinément « Je voulions point vendre notre enfant. » Le père ne disait rien. Le fils reprit « Ce n'est pas malheureux d'être sacrifié comme ça. » Alors le père Tuvache articula d'un ton coléreux. « Vas-tu pas me reprocher de t'avoir gardé ?»« Oui, je vous le reproche. Que vous n'êtes que des niants. Des parents comme vous, ça fait le malheur des enfants. Que vous mériteriez que je vous quitte. » La bonne femme pleurait dans son assiette. Elle gémit tout en avalant des cuillerées de soupe dont elle répandait la moitié. « Tuez-vous donc pour élever des enfants. J'aimerais mieux n'être point né que d'être ce que je suis. » Gai de Maupassant, Auchan, Il les contes de la Pécasse, 1883. On passe maintenant aux questions. De compréhension. Là, nous avons
les questions sont là. Nous avons 3 questions dont les réponses sont dans cette partie-là du texte. Alors, la première question. Pourquoi les valins étaient-ils fâchés avec leurs voisins, les Tuvaches? Bon, la phrase elle est là. Ils étaient fâchés avec leurs voisins parce que la mère Tuvache les agonisait d'ignominie. Je m'arrête un petit moment pour l'expliquer. La mère Tuvache, elle les harcelait et elle considère le fait qu'ils ont donné leur fils à une famille bourgeoise comme une honte. Je passe à la deuxième question. Les Tuvaches sont jaloux des valins. Relevez du texte la phrase qui exprime la même idée. La phrase qui exprime la même idée, elle est dans ce paragraphe-là. On va essayer de relire donc, le début pour pouvoir l'identifier. Les valins vivotaient à leur aise. Vivoter qui veut dire vivaient. Les valins vivaient à leur aise, donc ils vivaient aisément grâce à la pension, c'est-à-dire grâce à la somme d'argent qu'ils reçoivent mensuellement par le biais du notaire. Leur fils aîné partit au service, le second mourut. La fureur inépuisable des Tuvaches, restés misérables, venait de là. Les Tuvaches, donc, plutôt la famille des Tuvaches, restait toujours misérable, restait toujours pauvre, et donc, leur fureur, elle venait du fait que les valins recevaient une pension mensuellement qui leur permettait de vivre aisément. Cette partie du texte, donc la phrase qui exprime la même idée, est la suivante. La fureur inépuisable des Tuvaches, restés misérables, venait de là. La question numéro 3, cette partie du texte représente, quand on parle de la partie, c'est-à-dire toute cette partie, toute la page, elle représente la situation initiale du récit. En quoi le reconnaissez-vous? Alors, on a dit auparavant que la situation initiale, elle est reconnaissable à partir de l'emploi ou à partir, oui, du temps de l'imparfait, à partir de la description et à partir de la description. Et là, on voit que l'auteur, dans cette partie-là du texte, il est en train de nous décrire toujours les 2 familles et les verbes conjugués sont pratiquement tous conjugués à l'imparfait, mis à part quelques verbes qui expriment des actions, comme là, on n'entendit plus du tout parler donc, du petit Jean Valin, là, parce qu'il s'agit d'une suite des actions de la deuxième partie, donc de la partie précédente. Mais sinon, donc cette situation-là, plutôt cette partie-là, c'est une situation initiale où l'auteur faisait de la description des 2 familles toujours. On passe à une autre série de questions dont les réponses sont dans cette deuxième page. Là, donc, par contre, on nous demande de lire le texte, donc de lire cette page-là, et on le lit, donc une fois on termine la page, on relit aussi la réplique de la page numéro 3. Parce que c'est toujours la suite. Bon, la première question nous demande de relever du premier paragraphe, donc de ce paragraphe-là, l'élément qui vient perturber la situation initiale. On a dit que dans la situation initiale, l'auteur, il décrivait les 2 familles. Il nous parlait de la famille des valins qui vivait aisément grâce à la pension qu'elle recevait mensuellement. Et on nous a dit aussi que les valins ne parlaient plus aux Tuvaches. Maintenant, l'élément qui vient perturber donc l'équilibre de cette première partie, il est là dans le premier paragraphe. On va essayer de le relire. Il prenait 21 ans quand un matin une brillante voiture s'arrêta devant les 2 chaumières. Un jeune monsieur avec une chaîne de montre en or descendit, donnant la main à une vieille dame
en cheveux blancs. Donc, ce qui perturbe la première initiale, c'est bien l'apparition de cette belle voiture ou de cette brillante voiture plutôt dans le quartier ou dans la rue où il y a les deux chaumières. Donc c'est tout le monde qui se demandait ce que faisait une voiture pareille devant deux chaumières, quoi. Alors, qui est le jeune monsieur dont on parle dans ce paragraphe? Un jeune monsieur avec une chaîne de montre en or. Donc c'est le jeune homme qui descend donc de cette brillante voiture. Ce jeune homme-là, on l'a identifié dans le reste des paragraphes. Donc c'est là quand il dit ici bonjour papa, bonjour maman, on comprendra directement qu'il s'agit donc du fils d'Evala. Et quand on se réfère à sa situation donc financière, vu qu'il possède une brillante voiture, une belle voiture, et vu qu'il possède une chaîne de montre en or, on va dire que leur fils, c'est celui qui a été adopté par la famille bourgeoise, par Madame Henri Dubière. Donc, ce jeune monsieur, c'est Jean Valin. Qui est la vieille dame qui l'accompagne? Donc, la dame qui l'accompagne ici, c'est bien sa maman adoptive, Madame Dubière. Quelle était la réaction de chacun de ses parents en le voyant? Alors, quand il est rentré chez lui, sa maman elle était en train de laver ses tabliers, le papa infirme sommeillait près de l'âtre, et en entrant chez lui, il a dit bonjour papa, bonjour maman. Donc les deux parents, ils se redressèrent effarés, ça veut dire ils se sursautèrent, ils étaient étonnés, ils étaient surpris, ils n'attendaient pas du tout son retour ce jour-là. La paysanne laissa tomber des mois son savon, et là, elle a perdu même ses mots, en lui disant « C'est toi mon enfant, c'est toi mon enfant ». Alors que le papa, toujours de son temps qu'il ne perdait jamais, de son temps calme qu'il ne perdait jamais, il lui dit « Te voilà, t'es revenu Jean ?» comme s'il l'avait vu au mois auparavant. Donc, la surprise, elle était grande beaucoup plus pour la maman. Le père, effectivement, aussi, il était heureux de revoir ou de retrouver son fils, mais il ne le montre pas, c'est tout. On passe maintenant à une autre série de questions, dont les réponses sont dans cette page-là, numéro 3. La première question, c'est quelle était la réaction de Charlot qui aurait pu être à la place de Jean? En lisant cette partie-là, on va dire que Charlot regrettait de ne pas pouvoir être à la place de Jean. Il aurait aimé bénéficier des mêmes atouts que son ami d'enfance. La mère Tuvache regrettait-elle sa décision d'avoir gardé son fils? Ah, pardon, là on nous demande de justifier donc la réponse. Notre réponse par une phrase que nous allons relever du texte. Charlot, debout sur le seuil de sa chaumière, le regardait passer. Donc il regardait Jean passer pour rentrer chez lui. Le soir au souper, il dit au vieux faut-il que vous ayez été sot pour laisser prendre le petit au Valin? Cette phrase sous-entend qu'il aurait aimé que ses parents le donnent à cette famille-là au lieu qu'on prenne donc le petit au Valin. Il aurait aimé être à sa place. Donc c'est la phrase qui justifie la réaction de Charlot. La mère Tuvache regrettait-elle sa décision d'avoir gardé son fils? La mère Tuvache, on ne pourrait pas le savoir à 100%, mais quand on voit que là, elle voulait au début commencer à parler en utilisant le je,
Vous le voyez ici. Après le verbe, elle le conjugue avec le nous. Donc en ce moment-là, le nous, il va renvoyer aux deux parents, c'est-à-dire à la mère et au père. Donc on va dire que là, elle veut inclure le père avec elle. Donc dans la décision qu'elle a prise quand son enfant il était petit, pour qu'elle ne se sente pas coupable et elle ne se sente pas responsable donc, de cette décision-là qui ne plaît guère à son fils. Donc, on sent qu'il y a quand même un certain regret. Quelle atmosphère le retour de Jean a-t-il créé dans la famille des Tuvache? Bon, l'atmosphère, c'est une atmosphère que le retour de Jean a créé dans la famille des Tuvache, c'est une atmosphère de tristesse, de regret pour Jean, plutôt pour Charlot, et aussi ça a créé quand même un certain froid. Alors, on passe à la question qui suit. Nous avons une seule question dont la réponse est dans cette dernière partie du texte. À votre avis, pourquoi la bonne femme ne répond plus aux reproches de son fils? Donc, on va relire cette partie comme c'est la dernière. Alors le père Tuvache articula d'un ton coléreux. Donc il était en colère. Vas-tu pas nous le reprocher de t'avoir gardé? Oui, je vous le reproche. Que vous n'êtes que des niants. Des parents comme vous, ça fait le malheur des enfants. Que vous le mériteriez. Que je vous quitte. Vous voyez donc comment Charlot, là, il répond à son père. Comment il traite ses parents? La bonne femme pleurait dans son assiette, elle gémit tout en avalant des cuillerées de soupe dont elle répandait la moitié. Donc, et on voit que la bonne femme, donc, elle ne faisait que pleurer, et elle ne voulait plus répondre aux protestations de son fils. Tuez-vous donc pour élever des enfants. J'aimerais mieux n'être point né que d'être ce que je suis. Donc, on sent là la jalousie de Charlot. Et là, on voit que la maman, donc, elle ne répond pas du tout parce qu'elle se sent responsable donc, de la misère dans laquelle elle continue à vivre son enfant. Alors, on passe à une autre série de questions. Toujours dans cette partie-là d'analyse de texte. Les énoncés, dans la première question, on nous dit que les énoncés ci-dessous sont pris respectivement du texte. On nous demande de repérer tous les indicateurs de temps et de donner la valeur de chacun. Le premier énoncé, les parents chaque mois allaient toucher leurs 120 francs chez le notaire. Deuxième énoncé, et pendant des années et encore des années, ce fut ainsi chaque jour. Chaque jour, des allusions grossières étaient vociférées devant la porte. Troisième énoncé, il prenait 21 ans quand un matin, une brillante voiture s'arrêta devant les deux chaumières. Quatrième énoncé, et quand ils se furent reconnus, les parents voulurent tout de suite sortir le fieu dans le pays pour le montrer. Alors, les indicateurs de temps dans ces énoncés-là, dans le premier énoncé d'abord, c'est chaque mois. Et quand on dit chaque mois, donc automatiquement, on va parler d'une action qui va se répéter tous les mois. Donc, et là, on va parler donc de l'habitude. Dans le deuxième énoncé, les indicateurs de temps sont pendant des années et encore des années. Nous avons chaque jour et chaque jour qui est écrit deux fois. Donc pendant des années et encore des années, donc on voit que là nous allons parler d'une habitude qui va se répéter aussi tous les ans, chaque jour et encore chaque jour. Donc là nous allons aussi parler donc d'une action ou d'un événement qui va se répéter quotidiennement, chaque jour. Donc là on va dire que la valeur de cet indicateur de temps, c'est qu'il exprime l'habitude.
On passe à l'énoncé numéro 3. Il prenait 21 ans quand un matin. Les indicateurs de temps, nous avons 21 ans qui expriment l'âge de Jean, et nous avons quand un matin qui exprime le moment. Dernier énoncé, et quand il se fut reconnu, les parents voulurent tout de suite sortir le vieux dans le pays pour le montrer. Les indicateurs de temps de cet énoncé sont quand, qui exprime toujours le moment, et tout de suite, qui exprime toujours aussi le moment. Bon, faisons le point d'abord avant de passer à une autre question. Donc on va dire que les indicateurs de temps nous permettent de situer les événements les uns par rapport aux autres. Donc, ils peuvent également donc, exprimer la durée, le moment ou l'habitude. On passe à une deuxième question. Le narrateur met l'accent sur un seul aspect pour décrire Jean Valin. Lequel? Si on essaie de se rappeler du passage où Jean Valin apparaît, où Jean Valin revient chez lui à la maison, chez ses parents donc naturels, nous allons voir que le narrateur il met l'accent beaucoup plus sur l'aspect matériel. Et pour cela, donc, il nous dit que il nous parlait donc de sa voiture, de la brillante voiture qu'il possédait et de la chaîne de montre en or. Troisième question. On nous demande de compléter le tableau ci-dessous par les expressions suivantes. D'abord, là, nous avons le tableau. Dans le tableau, nous avons deux grilles, les propos et gestes qui appartiennent à Charlot. Et là, dans la deuxième colonne, nous avons les propos et gestes qui appartiennent à Jean. Bonjour maman. Faut-il que vous ayez été sot, tenant la main à une vieille dame en cheveux blancs, que vous méritiez que je vous quitte? Ce sont les 4 expressions. Alors, bonjour maman, c'est une expression qui a été dite par Jean. Faut-il que vous ayez été sot? C'est une expression qui a été dite par, ce sont les propos de Charlot. Tenons la main à une vieille dame en cheveux blancs, c'est un geste qui a été accompli ou fait par Jean. Et cette vieille dame, je vous rappelle que c'était sa maman adoptive. Que vous méritiez que je vous quitte, là, ce sont les propos de Charlot, qu'il adressait à ses parents. En comparant donc les deux colonnes, on pourrait déduire, bon, qu'est-ce qu'on nous dit là? En comparant les deux colonnes, qu'en déduisez-vous de l'éducation de chacun des deux enfants? Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Contrairement à Charlot Tuvache, qui a été éduqué par ses parents naturels, Jean Valin est bien éduqué et poli. Charlot, quant à lui, il est grossier, d'ailleurs comme sa mère. Dans la 4e question, on nous propose toujours donc, des énoncés qui sont dans le désordre et on nous demande de les remettre en ordre pour retrouver l'ordre chronologique du récit. Alors, A. Les Tuvache et les Valin ne se parlèrent plus à cause des taquineries de la mère Tuvache. Charlot, en se comparant à son ami d'enfance, ne fut point content de sa situation actuelle et reprocha à ses parents d'avoir fait une grosse bêtise en refusant de le donner à la famille bourgeoise. Les Valin vivaient aisément de la pension que Madame Dubière leur envoya par le biais du notaire. Le fils des Valin ne reparut plus depuis son départ. La mère Tuvache, se sentant humiliée et ridicule, ne cessa de pleurer de l'éducation qu'elle eut donnée à son fils. F. Madame Dupierre conduisit son fils adoptif chez ses parents naturels. G. Enfin, dernier énoncé. Les parents Valin, fiers de leur fils ainsi que de leur décision sage qu'ils prirent, le promenaient dans le pays pour le montrer. Alors, nous allons mettre donc, ces énoncés-là en ordre. Le premier, c'est que quand le fils des Valin ne reparut plus depuis son départ. Les Valin
donc depuis le départ du fils des Valin, les Valin vivaient aisément grâce à la pension que Madame Dubière leur envoya par le biais du notaire. Et les Tuvache et les Valin ne se parlèrent plus à cause des taquineries de la mère Tuvache. Madame Dubière conduisit son fils adoptif chez ses parents naturels une fois il avait 21 ans. Les parents Valin, fiers de leur fils ainsi que de leur décision sage qu'ils prirent, le promener dans le pays pour le montrer. Charlot, en se comparant à son ami d'enfance, ne fut point content de sa situation actuelle et reprocha à ses parents d'avoir fait une grosse bêtise en refusant de le donner à la famille bourgeoise. Et enfin, la mère Tuvache, se sentant humiliée et ridicule, ne cessa de pleurer de l'éducation qu'elle eut donnée à son fils. Cinquième et dernière question, quelle est la morale de cette nouvelle? Alors, la morale que nous pouvons déduire de cette nouvelle, ou les morales que nous pouvons déduire de cette nouvelle sont comme suit. Il ne faut jamais sous-estimer les gens, parce que là, on voit que les Tuvache ont sous-estimé les Valin. Il ne faut jamais se moquer des autres ou de leur façon de réfléchir ou de leurs décisions. Et il faut vivre sa propre vie au lieu de se mêler de la vie des autres. Donc, ce sont les morales, les trois morales que nous pouvons retenir de cette histoire-là. Sixièmement, on nous demande là de dégager les différentes étapes de cette nouvelle. Et pour cela, on nous demande de nous servir du résumé des deux premières parties de la nouvelle et des énoncés de la question numéro 4. Enfin, une fois on relève ces différentes étapes de la nouvelle, on va essayer de comparer la situation initiale à la situation finale pour voir laquelle des deux est la meilleure. Alors, je vous donne directement là les différentes étapes de l'histoire, de cette partie d'histoire en fait. Les Tuvache et les Valin, la situation initiale, donc rappelez-vous que c'était dans la première page. Les Tuvache et les Valin sont deux familles qui vivaient dans des chaumières côte à côte. Ils étaient pauvres, elles vivaient paisiblement dans la misère. Donc l'équilibre est présent là, dans cette situation initiale. Et là, on insiste sur le mot paisiblement, sur cet adverbe-là, pour dire que malgré qu'ils vivaient paisiblement, mais les deux familles n'avaient pas de problème, quoi. L'élément perturbateur, c'est le couple bourgeois, donc Madame et Monsieur Dubière, qui, n'ayant pas d'enfants, vinrent demander aux Tuvache, puis aux Valin, leur fils. Et ils finirent par prendre donc le fils des Valin. L'équilibre de la situation initiale est perturbé. En ce qui concerne maintenant le déroulement des actions, plutôt des événements, les Valin, pensant sérieusement à l'avenir de leur enfant, acceptèrent de le donner au couple. Les bourgeois promirent une pension mensuelle pour les Valin qui leur promit de vivre aisément. Le fils des Valin ne reparut plus. La mère Tuvache, n'ayant pas le courage de sacrifier son fils pour son avenir, ne cessa de taquiner les Valin en leur reprochant d'avoir vendu leur fils. Les Tuvache et les Valin se furent fâchés. Charlot devint grand et travailla avec son père pour nourrir ses deux sœurs cadettes. Donc là, c'est la suite des événements. À l'âge de 21 ans, le fils des Valin, ayant à présent une très bonne situation matérielle, revint voir ses parents. Donc ceci, automatiquement, va résoudre pas mal de problèmes, parce que n'oublions pas que la famille des Valin vivait donc dans de l'inquiétude. Mais ils étaient quand même, ses parents, ils étaient quand même patients, donc ils attendaient leur fils avec impatience.
Là, les valins retrouvent donc leur enfant. Ceci a résolu donc, leur a permis de résoudre leurs problèmes. Et en situation finale, nous allons dire que les valins devinrent très heureux quant à la famille Tuvache. Elle récolta ce qu'elle sema, la grossièreté de leur fils. Les valins donc réussirent leur plan, contrairement aux Tuvache. Récapitulation. Donc si on essaye de comparer la situation initiale et la situation finale, nous allons dire que la famille qui vivait ici dans la misère des valins, elle a réussi son plan et elle est devenue riche. Et grâce à leur fils Jean Valin. En synthèse, je vais vous donner brièvement donc les différentes étapes du récit qui sont comme suit. 1. La situation initiale. Elle répond aux questions donc qui, où, quand et quoi. L'élément perturbateur ou modificateur, donc c'est un événement soudain qui vient perturber l'équilibre de la situation initiale. 3. Le déroulement des événements ou les péripéties. Donc ce sont les conséquences du déséquilibre entraîné par l'élément perturbateur. 4. La résolution du problème ou le dénouement. Donc là, la situation trouve un nouvel équilibre. C'est à ce moment que le héros réussit ou échoue sa mission. 5. Et enfin, nous avons la situation finale. Donc c'est la conclusion du récit. Elle établit un nouvel équilibre qui peut être meilleur, identique ou moins bon que celui de la situation initiale. Dans notre cas, il était meilleur que la situation initiale. Là, on a essayé de vous schématiser juste la structure du texte narratif. Donc nous avons le schéma. Et sur ce, notre cours se termine. Je vous dis merci de votre attention et à la prochaine. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو. شكرا.